Salut, bienvenue sur la chaîne de Shopko Online pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous aborderons la question de rédiger les statuts d'une association et moi, je vous propose une méthode simple. Alors, d'abord, qui suis-je? Je suis Esther, je suis associative angel, c'est-à-dire que j'accompagne les associations pour les aider à se développer. Alors ça, je le fais via la communication, via des accompagnements individuels et personnalisés, et puis des formations. Le sommaire d'aujourd'hui, donc concernant la rédaction des statuts d'une association, nous aborderons un statut type ou pas, est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi les statuts sont des supports de communication? Quels sont tous les points obligatoires à mentionner dans les statuts de votre association? La différence entre statut et règlement. Et puis, comme bien souvent, je vous mets un petit bonus pratique. Alors, je vais trop vite. Donc, ce qui est certain, c'est que la première action de communication d'un projet associatif consiste, pour les fondateurs, à rédiger les statuts de l'association. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est le point de départ. Donc, pour commencer, vous trouvez un consensus parmi toutes les idées qui fusent parmi vous, parmi les fondateurs. Donc déjà là, on est sur les règles d'une conversation qui est respectueuse et constructive. On est déjà dans de la communication, rien que de mettre en forme votre idée. Ensuite, il va falloir formuler cet accord pour rédiger les statuts de l'association d'une manière qui est pérenne. Et donc là, on est dans de la transmission écrite, on est encore dans la communication. Et puis enfin, la diffusion de ce document auprès des autorités, ça va être le premier message engagé de l'équipe constitutive. Donc moi, c'est pour ça, vous voyez, on en est déjà là à 3 aspects de la communication autour d'un même dossier qui est les statuts. Donc moi, j'ai décidé d'aborder ce sujet qui est a priori plutôt technique sous un angle inédit, celui de la communication. Alors, premier point, celui des statuts types. Voilà. Celui des statuts types. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc, vous trouverez sur Internet, et ça, c'est pour ça que je ne vous en ai pas remis, je ne trouve pas que ce soit utile, de nombreux modèles de statuts types pour la création d'une association. Alors, comme toujours, dans pareil cas, moi, je vous les déconseille très vivement. Je ne suis pas comme les autres, je suis désolée, c'est comme ça. En effet, par définition, puisqu'ils passent partout, ils sont impersonnels et ils vont être inadaptés à votre structure associative. Moi, je pense que vous gagnerez du temps à rédiger des statuts d'association directement avec vos mots. Hein, c'est plutôt que de chipoter tout ça. Et puis, maintenant, depuis que la déclaration en ligne est possible, il y a des services en charge de l'administration du répertoire national, c'est-à-dire la préfecture en résumé, qui imposent pour toute constitution cette version en ligne. Allez, passez par le site internet. Ça, c'est pas obligatoire. Ils peuvent vous l'imposer, mais en vrai, c'est pas obligatoire. Rien n'interdit de rédiger les statuts d'une association sur papier libre, puis de les transmettre par courrier à la préfecture du département pour obtenir votre immatriculation. C'est la procédure traditionnelle, normale et autorisée. Alors, si les statuts fondateurs constituent un document obligatoire pour déclencher la création d'une association, aucune contrainte n'impose un format ou des tournures de phrases officielles. Alors, étant donné que la définition des statuts d'une association se résume à un contrat privé entre les membres fondateurs, leur rédaction est libre dans le fond et la forme. Seule la langue française est obligatoire pour un enregistrement en France, forcément. C'est une sorte de logique qui a du bon sens et ça, on ne peut pas le contester. C'est tout. Alors, je vous ai mis une procédure globale pour que vous voyez un peu où on va, même si aujourd'hui, on ne parle que des statuts. La chronologie de la création d'une association, c'est un système de domino. Chaque étape va enclencher la suivante. Donc, forcément, vous avez l'idée. Ensuite, vous allez rédiger les statuts, c'est le sujet d'aujourd'hui. Puis, après l'accord de la préfecture, il va falloir une publication au journal officiel qui finalise la naissance d'un nouveau groupement associatif, de votre association. Puis, par la suite, tous les changements majeurs, modification des statuts ou liquidation, donneront lieu à nouveau à une parution parmi les annonces légales. La préfecture va vous fournir un récépissé
qui vous sera régulièrement demandé. Donc, conservez-le. Le numéro qui est dessus, c'est votre identification tout le temps, tout le temps, tout le temps, on vous le demande. Ce récépissé atteste de la reconnaissance de la personne morale formée par l'association, donc l'association devient une personne morale, qui regroupe différentes personnes physiques. Ça, c'est vous, les fondateurs. Toute cette partie-là, c'est 100% paperasse, c'est 100% pénible pour ceux qui n'aiment pas, comme moi, j'avoue. Mais restez zen. Il n'y a jamais d'urgence. Il faut de toute façon tout bien remplir. Ce n'est pas la peine de dire ça me saoule, je ne le fais pas. Il faut le faire. D'accord? Tranquille, restez zen. Revenons à nos statuts types. Maintenant, vous voyez un peu comment ils vont s'intégrer dans le parcours de la création de votre association. À qui peuvent-ils être utiles ces statuts types? Alors, moi, vous allez voir, hein, parce que pour ça que je les limite qu'à quelques associations. Je ne dis pas qu'ils sont tous nuls, hein, ils ne sont pas nuls, ils sont très très bien, sauf qu'ils ne sont pas adaptés à certaines associations, alors d'autres en ont absolument besoin. Donc, vous constaterez rapidement que ces modèles types prévoient des modalités de fonctionnement qui concernent peu d'associations, en tout cas rarement au moment de leur création. En gros, hein, ils prévoient absolument tout, comme si vous étiez médecin du monde et resto du cœur. Actuellement, pas en position quand ils se sont créés, en position actuelle. Donc, en vérité, si vous travaillez à la création d'une association de très grande envergure, telle que celle que je viens de citer, une fondation, une collaboration internationale, un parti politique, un syndicat professionnel, moi, je vous recommande directement de mandater des spécialistes dont les juristes rédigeront des statuts fondateurs très complets et surtout adaptés à votre projet associatif. Ainsi, vous serez sûr que les dispositions statutaires couvrent toutes les situations nécessaires à l'activité de l'association. Chacun son job, hein, d'accord? De même pour les collectifs qui souhaitent un rattachement à une fédération. Donc là, par exemple, c'est les clubs sportifs. Ou pour ceux qui demandent un agrément. Par exemple, pour ceux qui font les associations de soins à la personne. Dans ces cas-là, la structure centrale, par exemple la fédération de tennis, hein, voilà, va imposer des statuts similaires à toutes les unités individuelles. C'est-à-dire que vous voulez créer un club de badminton, vous appelez la fédération de badminton et vous leur demandez les statuts. Point. Alors, là, ce ne sont pas des statuts types en vérité, ce sont des statuts prêts à l'emploi parce qu'ils sont parfaitement adaptés à votre activité. L'objectif de l'unité centrale, c'est la cohérence de l'ensemble. Et ce qui est très pratique pour vous, c'est que ça évite aux fondateurs de votre petite unité locale de rédiger des statuts, puisqu'il vous suffit de lire ceux qui vous sont fournis par la fédération et d'approuver ce qui vous est proposé dans toutes les mentions obligatoires. Du tout. Sauf si vraiment si vous n'êtes pas d'accord, du coup, ça veut dire que vous ne vous fédérez pas. Mais normalement, si vous avez décidé de vous fédérer, vous acceptez tout, vous signez et c'est fait. En revanche, pour créer une petite association de proximité, je vous recommande, comme toujours, c'est la simplicité. Plus tard, il sera toujours possible de modifier vos statuts pour les adapter au développement de votre collectif et surtout à l'évolution de votre activité. Donc, vous allez au début rédiger les statuts de l'association vous-même. Et c'est pour ça qu'on voit la suite. D'accord? C'est ce dossier. Alors, la deuxième fausse bonne idée. Tintin. Et si on copiait les associations d'une autre association? Mais oui, ça je l'ai eu, c'était un choc, je vous avoue. Au fil d'une conversation privée, j'ai découvert que les membres de bureau d'un bureau fondateur d'une association avaient copié les statuts d'une autre association du même genre, sans comprendre les formules juridiques. Les tournures alambiquées étaient elles-mêmes issues d'un modèle, soi-disant passe-partout, mais en vérité totalement inadapté, de sorte qu'ils avaient tous signé des documents sans savoir à quoi ils s'engageaient. Je suppose, il est hors de question d'écouter les formalités, écourter les formalités avec une copie de statut d'une association déclarée précédemment. Les statuts sont équivalents à un contrat d'association. Il en va de votre responsabilité. Vous ne prenez pas le contrat de mariage du voisin pour votre propre mariage, d'accord? Vous faites un truc perso. Là, pour votre association, c'est pareil. À défaut, si vous avez un doute, si vous ne savez pas, il est préférable de ne pas traiter un chapitre
lorsque vous rédigez les statuts de votre association, plutôt que de valider un point que vous ne maîtrisez pas. Ne signez pas à l'aveugle quelque chose que vous ne comprenez pas. Si besoin, vous modifierez plus tard ce qui n'avait pas été prévu dès le début. Ce n'est pas grave. D'accord? Alors, moi, je considère les statuts comme étant des supports de communication. Pourquoi? En premier lieu, lorsque vous rédigez les statuts d'une association, vous suivez vos aspirations et vous y consignez vos valeurs. Ils tracent donc la ligne de conduite que vous souhaitez suivre en bénévolat pour atteindre vos objectifs. C'est très personnel. Ensuite, constituer une association confirme que vous êtes plusieurs personnes à partager cette vision et que vous vous engagez mutuellement à agir ensemble selon ces principes. Là encore, le message est très fort. La parution au journal officiel officialise cette approche. Et à partir de là, le texte des statuts fondateurs servira de référence pour les actions quotidiennes et pour la communication. Ce document, ces statuts, sont obligatoires pour toutes les démarches administratives de votre vie associative. La déclaration en préfecture, l'enregistrement à la mairie du siège social, l'ouverture d'un compte bancaire, la souscription d'une assurance, des demandes de subvention, l'embauche d'un salarié, si votre développement vous le permet, la location immobilière ou le prêt d'un local, on vous demandera toujours vos statuts. En résumé, rédiger les statuts de votre association, ça revient un peu à écrire votre propre Bible. Donc, vous allez devoir à la fois en connaître le contenu et le respecter. Attention, soyez bien conscient que les statuts sont consultables par tous sur simple demande en préfecture, même des personnes qui ne sont pas impliquées dans votre association. De ce fait, ils portent votre message ubi et orbi, comme disaient les chers romains, et bien souvent, vos statuts seront vos apôtres, car ils devront convaincre à votre place par leur simple lecture. Vous les mettez dans un dossier, et voilà, tout est dit. Leur rédaction ne se résume donc pas à une simple formalité sans intérêt. D'accord? Vous faites votre association avec vos tripes, les statuts vont avec. Alors, voyons ensemble les points de réflexion, qui sont non exhaustifs, pour que ce message soit clair, efficace et convaincant. Donc, ce sont les points. Passage obligé. D'abord, le nom de l'association. Ça, à mettre dans les statuts. Moi, ce que je vous recommande absolument, c'est choisissez un nom facile à retenir et surtout à écrire. J'ai encore eu hier au téléphone une association qui envisageait un nom avec 2 jeux de mots. Moi, je vous recommande d'éviter tous les jeux de mots qui sèment le doute quant à l'orthographe. Parce que lorsque vous avez ça, ceux qui vous cherchent, ils vont hésiter. Ça s'écrit comme ci, comme ça, est-ce qu'il y a une apostrophe, il n'y en a pas, et puis est-ce qu'ils ont mis le bon orthographe? Ils sont convaincus d'une première écriture, mais ils ne vous trouvent pas, parce que vous en avez mis une autre. Et puis du coup, ils abandonnent. Et donc, vous les perdez. Donc, anticipez ce problème en choisissant un nom très premier degré, d'accord? Quelque chose de simple. Alors, je sais que choisir le nom d'une association est très difficile. Moi, j'y ai été confrontée pour le choix de mon entreprise avec le choix de Choup Online. Donc, je compatis, mais vraiment, c'est une étape importante. Prêtez aussi attention à ne pas créer de confusion avec une autre association dont le nom est similaire à celui que vous aimeriez prendre. Il y a une parade très simple. C'est intégrer le nom de votre commune ou le code postal de votre commune, voire la région au nom de votre association. Voilà. Alors, je vous fais un petit exemple. Un truc simplet, comme d'habitude, j'exagère pour que vous compreniez bien. Et comme ça, vous pouvez vous adapter à ce que vous souhaitez faire. Par exemple, club de foot. On n'appelle aucune association club de foot. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas spécifique du tout. Il y en a combien de milliers ou de millions en France? Bon. En revanche, club de foot de Montbled ou Montbled en foot, c'est probablement disponible. D'accord? S'il n'y a que votre bled, voilà, ça marche mieux. Mais si votre bled, c'est une association qui est, c'est une commune, une grande ville, si votre club de foot est installé dans une grande ville, il y en a peut-être plusieurs des clubs de foot. D'autres associations, mais d'accord, ça marche toujours pareil. Dans ce cas,
il faut que votre nom soit encore plus précis ou plus fantaisiste. La fantaisie, c'est la diversité. Par exemple, club de foot du stade machin. C'est quelque chose qu'on voit assez couramment. Et le cumul, le sport, la ville, le nom du stade, c'est hyper précis. Et là, normalement, vous êtes rarement plusieurs clubs dans le même stade. Ou club de foot du gazon sec. Bon, évidemment, c'est pas terrible. Vous sentez bien que je ne suis pas une spécialiste du foot, mais vous voyez bien que là, on est sur quelque chose d'ultra spécifique. On vous reconnaît, on sait que c'est vous. Et donc, une personne qui vous cherchera vous trouvera, vous, sans se tromper de club. Ensuite, le siège social. Alors, d'abord, il y a plusieurs possibilités et ensuite, il y a une stratégie. Sur ce point, la commodité doit être votre impératif. C'est à cette adresse-là que vous recevrez le courrier. C'est cette adresse-là qui sera inscrite sur les documents officiels, dont les chéquiers, par exemple, dont les demandes de dossiers de subvention et ainsi de suite. Alors, certains conseils d'administration associatifs optent pour une domiciliation à la maison des associations ou au local que vous pouvez avoir. Ça dépend de ce qu'on vous fournit. Voilà. D'autres préfèrent l'adresse de la mairie, si elles le souhaitent. Il y a des communes qui ne veulent pas ça, qui donnent d'autres opportunités. Ou le domicile d'un bénévole. Alors, pas forcément le président, ça peut être le trésorier, le secrétaire, peu importe. À savoir, c'est que là, justement, vous voyez, les règles peuvent être très variables. Ça va dépendre à la fois de ce que la mairie accepte, ça peut dépendre de si vous avez un local ou pas, de s'il y a une maison des associations ou pas, et ainsi de suite. Donc, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire et voir aussi le croisement avec ce que vous pouvez faire. D'accord? À savoir, c'est que cette adresse postale dépendra aussi de votre rattachement à une commune et à une communauté de communes. Et ces deux derniers points vont impacter vos demandes de subvention. Donc, dans cet objectif, il va falloir être stratégique. Deux possibilités. Vaut-il mieux un rattachement à une grosse commune? Vous aurez forcément un de vos bénévoles qui habitera dans la grosse commune locale, la plus proche. Alors, d'un côté, on peut dire qu'une grosse commune dispose d'un très gros budget à allouer aux associations. On est d'accord. Mais elle reçoit aussi de très nombreuses sollicitations. Et puis souvent, les dossiers associatifs sont gérés par un service qui est spécialisé, avec qui il est peut-être difficile de lier une relation cordiale et durable. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, je dis juste que vous serez un numéro parmi tant d'autres et que, voilà, eux c'est leur job, certes, mais ils en ont tellement à gérer que ça peut passer un petit peu au-dessus de leur tête. Vaut-il mieux le rattachement à une petite commune? Est-ce que c'est préférable? Dans ce cadre, ça c'est sûr que là, on va faire passer l'humain qui va prendre le dessus, ça va être l'humain d'abord. Et là, ça va complètement dépendre de la politique d'une commune qui concerne les associations. Ça fluctue selon la conviction des élus. Donc, d'une commune à l'autre, ça peut être variable. D'une équipe communale à l'autre, ça peut être aussi variable. D'accord? Certaines équipes élues, voilà, ils voient une opportunité d'activité économique et de dynamisme, donc ils vont favoriser les associations. D'autres, au contraire, n'y voient qu'un puits sans fond, et puis du coup, ils n'apportent pas trop d'aide aux associations. Donc, rien n'est systématique ni acquis. Ce n'est pas parce qu'il se passe ça dans la commune d'à côté qu'il se passera ça chez vous. D'accord? Moi, c'est pour ça que je vous conseille, c'est de vous renseigner auprès des associations qui sont déjà en place. Votre projet, là, vous êtes enthousiaste, mais il peut attendre quelques jours avant de le mettre en place. Donc, avant de rédiger les statuts, rencontrez par exemple les responsables en mairie pour leur exposer votre projet. Vous comprendrez bien les us et coutumes locales. Vous allez voir leurs réactions, leurs questions, tout de suite leurs idées pour vous aider ou pas, leurs problèmes. Et vous jugerez ainsi de l'accueil qui est réservé aux nouvelles associations. Parce que de ce point va dépendre la faisabilité de votre projet. À contre-exemple, je vous mets le lien. Vous pourrez, dans une autre vidéo, vous allez voir toutes les difficultés rencontrées par une association, donc la boutique Sans Sous de Saint-Lô, qui ne bénéficie pas de ce soutien institutionnel.
Ce n'est pas pour vous faire peur, mais vraiment pour insister sur le fait que c'est nécessaire d'anticiper et de discuter d'abord avec la mairie avant de lancer votre projet. Après, troisième point à mettre dans vos statuts, troisième et quatrième, ce sont les objets, l'objet de votre association et les moyens de votre association. Donc l'objet, ça veut dire que c'est à vous de préciser la mission. Ça s'appelle objet, mais c'est la mission que votre association a choisie. Donc là, vous allez dire que vous êtes une association professionnelle d'animatrices indépendantes, que vous êtes un club de loisirs, que vous voulez créer un dispensaire à Madagascar ou un atelier d'artistes animateurs, etc., etc. Peu importe ce que vous voulez. Mais surtout, gardez en tête d'être exact, mais pas précis. C'est-à-dire que vous exprimez votre projet de manière à ce que chacun comprenne ce que vous voulez réaliser, mais sans rentrer dans les détails pour ne pas fermer les portes de développement. Exactement, par exemple, dispensaire à Madagascar, ça sous-entend que vous allez recevoir tous les malades. Alors que si vous dites dispensaire à Madagascar pour les enfants, ben vous ne pourrez pas recevoir les mamans. Autre exemple, voilà, pour forcer le trait, comme toujours, je veux toujours de l'extrême pour que ce soit clair. Si vous écrivez club de tricot et pas association pour tricoter des pulls au SDF. Sinon, avec cette hyper précision, vous n'aurez pas le droit de tricoter ni des chaussettes ni des écharpes. Et ni même des plaids ou des bonnets pour des prématurés. Vous avez dit pull au SDF, vous serez obligé de faire que pull et que pour les SDF. Alors que si vous écrivez club de tricot, vous tricotez ce que vous voulez pour qui vous voulez. Le deuxième point, ce sont les moyens de l'association. Alors ce drôle de nom, ce drôle de paragraphe correspond aux ressources de la future association. Donc ici, la rédaction des statuts note ce que vous mettez en œuvre pour réaliser l'objet du paragraphe précédent. Comment vous allez gagner de l'argent. Ça va être, est-ce qu'on accepte les dons? Est-ce qu'on accepte, on fait des animations grand public? Est-ce qu'on fait payer une adhésion? Est-ce qu'on anime des ateliers? Là aussi, le flou artistique va être de mise pour ne pas vous bloquer dans vos futures actions. Dans ce cas, si vous précisez vide-grenier, mais pas loterie, vous aurez le droit d'organiser un vide-grenier, mais vous n'aurez pas le droit d'organiser un loto pour votre association. Moi, c'est pourquoi je vous enjoins de ne rien détailler. Animation grand public, c'est très bien, ça passe partout, et pour le vide-grenier et pour le loto. Voilà. Dans ce paragraphe, vous indiquez si votre association accepte des financements extérieurs, par exemple comme des dons manuels ou des legs. On voit mal que vous le refusiez, pour être honnête. Mais moi, je trouve que cette mention semble plutôt utile si vous les refusez. Pour la future, mettre à l'écart une future équipe de la tentation. Mais si vous les acceptez, ben, je ne vois pas pourquoi commenceriez à lister. Vous faites comme vous voulez, mais moi, je trouve que c'est un peu surfétatoire. En ce qui concerne le montant de l'adhésion annuelle, là, on va voir 2 points. D'abord, si la gratuité est un principe fondateur de votre association, il est important de le noter dès les statuts pour garantir ce point dans le temps. Notre équipe, les choses peuvent fluctuer. Mais sinon, si vous avez juste indiqué que les adhérents devront payer une adhésion, il n'est pas du tout utile d'indiquer les montants de cette cotisation. Tout simplement parce qu'elle va être votée à l'Assemblée générale annuelle et qu'elle peut changer. Elle va évoluer au fur et à mesure, à la hausse, à la baisse, vous verrez bien. Et c'est le PV de l'Assemblée générale qui fera foi concernant ce montant, plus votre grille de tarifs annuelle. Autre point que doit préciser les statuts, ce sont les délégués exécutoires, c'est-à-dire les personnes qui vont mettre en place, faire tout le protocole qu'on a vu tout à l'heure, qui vont contacter la mairie, contacter les banques, contacter les assurances pour mettre en place l'association. Alors, d'un côté, il n'est absolument pas obligatoire de lister les membres fondateurs dans les statuts. En vérité, la mention des responsables est désignée pour la mise en place de l'association suffit dans le procès-verbal de l'Assemblée constitutive. Ces 2 documents se font en même temps. Vous avez fait une assemblée et vous avez écrit vos statuts, hop, les 2 documents. Mais
c'est ce qui permet que l'association peut mandater des professionnels pour faire toutes les démarches pour eux. D'accord? Ça peut être un avocat, un huissier ou toute autre personne qui veut bien faire ça. Mais une association plus modeste, elle va plutôt déléguer à un membre fondateur. Donc ça, il faut le préciser. Qui va mettre en place l'association une fois que l'Assemblée constitutive et les statuts sont rédigés. Concernant les membres fondateurs, selon le principe que si on n'a rien à cacher, on ne cache rien, il est certes pas obligatoire, mais il n'est pas non plus interdit de noter l'identité et les coordonnées des fondateurs dès les statuts. Moi, je considère que dans la mesure où les statuts serviront à revendiquer la légitimité de l'association, il est sain, il est normal que les fondateurs en assument la paternité ou la maternité. Parce que c'est encore une fois une expression forte de votre engagement. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, je vous conseille de le faire. Gros pavé des statuts, c'est toutes les règles qui concernent l'Assemblée générale. Je vous rappelle que cette réunion est le seul rendez-vous obligatoire qui garantit la démocratie dans le fonctionnement d'une association. Ça, il va falloir le préciser. Mais vous êtes très libre sur un certain nombre de points. Voilà, je vous les ai listés. La fréquence. À quelle fréquence organiser une assemblée générale? Alors, généralement, elle est annuelle, mais ça peut être plus ou moins souvent. Il y en a qui font tous les 6 mois, il y en a qui font tous les 2 ans. Pensez à que dit cette fréquence du fonctionnement collectif. Pourrez-vous tenir le rythme? Posez-vous ces questions. Précisez aussi les modalités de convocation. Quand et comment? Est-ce qu'un mail, un courrier, 15 jours avant, 2 jours avant? Tout ça est à la fois technique, mais aussi porteur d'un certain message. Y a-t-il une période obligatoire pour l'Assemblée générale? Alors très souvent, par simplicité, c'est l'anniversaire de l'association qui est le repère calendaire pour établir un bilan. Et si besoin, renouveler le bureau des élus. Voilà, donc souvent les associations font leur assemblée générale à la date anniversaire. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez choisir à quel moment de l'année, et il n'y en a pas de période idéale, hein, c'est celle qui convient à votre équipe. Qu'est-ce qui va être le plus pratique, tout simplement? Pour que l'Assemblée qui clôture l'exercice d'activité et de comptabilité ait lieu à la charnière de l'année civile ou de l'année scolaire ou de la date anniversaire. Tout va dépendre de votre activité. Si vous avez des activités qui sont sur le rythme scolaire, moi je pense qu'il vaut mieux caler votre exercice et donc votre assemblée sur ce rythme-là. Si vos activités sont en année civile, il va mieux valoir vous caler sur une année civile parce que sinon vous serez toujours un petit peu bancal entre vos bilans, les cotisations en cours et ainsi de suite. Et puis vos bilans moraux aussi, on a des choses qui sont en cours, on n'a pas fini l'année. Voilà. Moi, je trouve que le plus simple, c'est de vous caler votre exercice et donc votre assemblée à votre rythme d'activité. De ce fait, au moment de créer l'association, il va falloir adapter la durée du premier exercice. Parce que si vous créez en octobre et que vous êtes en année scolaire, le premier exercice, ce ne sera pas un an, ça va s'arrêter en juillet ou en août, par exemple. Ou si vous êtes en année civile, votre premier exercice de octobre, il va s'arrêter en décembre. Donc, vous adaptez la durée du premier exercice en précisant la date de la première assemblée générale. Et puis ensuite, il va falloir préciser toutes les modalités de vote. C'est là qu'il va falloir vraiment réfléchir. Alors, depuis l'expérience des confinements, voilà, ça a permis de faire beaucoup progresser les associations. Il vaut mieux prévoir d'emblée que les associations puissent éventuellement se tenir en ligne avec des outils numériques adaptés. Comme toujours, vous ne précisez pas le nom des logiciels. Ils peuvent disparaître, ils peuvent évoluer. Vous pouvez avoir un choix spécifique une année, un choix spécifique une autre année. Donc, vous dites cette possibilité, mais de manière générale. Et puis, du coup, là, au moins, vous avez la possibilité. Ce qui ne veut pas dire que vous ne faites que ça, sauf si vous déterminez que, obligatoirement, l'Assemblée se tiendra en ligne. Mais vous ne fermez aucune porte. Et puis, vous déterminez la procédure de vote. Qui sont les ayants droit?
quel est le nombre de limites de délégation des pouvoirs. Il y a un certain nombre de fédérations qui imposent un quorum, c'est-à-dire un pourcentage minimum de personnes présentes ou représentées pour que l'Assemblée puisse être tenue. Moi, je trouve que ce frein n'est pas adapté aux petites structures de proximité. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes 40, il faudrait au moins 20 personnes présentes ou représentées à l'Assemblée. Ça peut être très compliqué, d'accord? Donc, souvent, des petites structures elles vont peiner à réunir suffisamment de personnes. Du coup, pour prendre des décisions, une assemblée, s'il y a 10 personnes, vous serez super content. Donc, si vous êtes mis un quorum à 20, du coup, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de recommencer et ainsi de suite. Et ça avance pas. Bon, donc, du coup, dès la rédaction du statut de l'association, vous exprimez à la fois votre détermination et votre dynamisme à ce que les choses avancent en adoptant des mesures, par exemple, à la majorité des votes des personnes présentes et représentées. Voilà. Et on ne va pas perdre de temps en réunion, à recommencer, à reconvoquer. Hop, on veut que ça avance. Il y a 10 personnes qui sont venues, on vote à la majorité et ça avance. Et vous le savez, moi je considère aussi que l'Assemblée générale, c'est un outil de communication supplémentaire. Je vous laisse voir et je vais peut-être vous mettre le lien. Oui, je vais même vous mettre le lien, pardon, pas peut-être, en commentaire pour aborder l'Assemblée générale comme outil de communication. Autre point auquel on ne pense pas forcément, c'est la durée de l'association. Combien de temps va durer l'association? Alors, ce point peut paraître étrange à ceux qui voient loin et dont l'action s'inscrit dans le temps. C'est la grande majorité. Mais certaines associations se constituent autour d'un projet à courte échéance. Par exemple, à l'occasion d'un événement précis. Je mets les Jeux Olympiques ou un raid humanitaire. Je connais des demoiselles là, qui participent à un raid humanitaire. Elles ont dû créer une association pour leur véhicule et toutes leurs actions. Le raid est fini, l'association est finie. Ça arrête. Donc, il y a une date de fin qui est déterminée, laquelle c'est la fin du raid. Voilà, ça, on le met directement dans les statuts. D'autres associations regroupent des personnes autour d'un objectif commun précis. C'est le cas, par exemple, de victimes qui se battent en justice pour obtenir réparation. Par exemple, les victimes d'un déraillement de train ou les familles d'un avion, des victimes d'un avion qui s'est écrasé. On peut prendre des exemples plus guères, mais ça, c'est celui qui me vient à l'esprit. Donc, dès que le procès, par exemple, va être fini, dès que les indemnités vont avoir été distribuées, ainsi de suite, l'association, elle n'a plus lieu d'exister. Le problème est fini, l'association est finie. Ce qui est important, c'est qu'au moment de rédiger les statuts de l'association, vous pensez à ce qui va déterminer sa dissolution. Vous voyez, la date de fin, l'objet de la fin, ou l'absence de bénévoles, ou l'absence de fonds. Donc, une date, la réalisation d'un objet, une situation particulière. Ça, vous devez le noter dans les statuts. Alors, que prévoir d'autre dans les statuts d'une association? C'est la petite minute qui n'est pas très gaie, c'est qu'à partir du moment où vous parlez de la mort, ne réduit pas l'espérance de vie. Rédigez les statuts de l'association en envisageant le pire, tout de suite, pour être paré à toute épreuve. Et dans le pire, on prévoit l'attribution des avoirs lors d'une éventuelle dissolution, ça on vient d'en parler, sachant que ces avoirs ne peuvent jamais être attribués à un membre de l'association. Ils seront forcément attribués à une autre association. Et puis, vous prévoyez aussi les procédures de renvoi d'un membre au comportement inadapté. Au début, tout se passe bien, vous êtes potes, tout ça, vous ne savez pas qui va arriver, vous ne savez pas qui peut tourner un jus de boudin, vous prévoyez ça. Ensuite, voyons la différence entre statut ou règlement intérieur. Donc, ces deux documents, en vérité, ils sont complémentaires. Ils réagissent des points différents de la vie associative en toute liberté. Cette différence réside surtout dans ce que l'on y met et dans l'aspect impérieux. Donc, les statuts, eux, c'est ce qui est impérieux, c'est-à-dire que c'est non négociable. Alors, ça peut être modifiable, mais au moment T où vous consultez les statuts, doit être respecté en l'état.
D'accord? Ils ont une valeur de loi interne à l'association. Moi, je vous dirais, rappelez-vous un peu votre père qui annonce d'une voix péremptoire: «Chez moi, c'est comme ça». Vous l'avez sûrement vécu, je pense entre autres à votre période adolescente. Alors que le règlement, lui, concerne les petits détails du quotidien. Souvent, c'est plus souple et puis surtout, c'est plus léger, je dirais. Et c'est plus évolutif. Le règlement, on peut l'adapter au cas par cas lors des assemblées sans refaire toute une démarche auprès de la préfecture et auprès du journal officiel. Là, pour reprendre l'exemple de l'adolescence, vous pensez à votre mère qui modère votre déconfiture en disant dans ta chambre, tu fais comme tu veux. Voyez. Alors, je vous ai fait un petit tableau là. C'est qu'un petit exemple, hein, évidemment, c'est pour vous donner des pistes. C'est où inscrire vos décisions entre les statuts et les règlements. Vous voyez, on voit que les locaux, le siège social, l'adresse, ça, c'est impérieux, c'est le statut. L'entretien collectif, comment vous vous organisez pour la serpillière, ça, c'est le règlement. Et ainsi de suite. La communication visuelle, dans les statuts, nom et logo. Les textiles personnalisés, est-ce qu'ils sont obligatoires ou pas lors d'un événement public? C'est votre règlement. Et ainsi de suite. Donc là, cette page-là, vous la retrouvez à télécharger dans l'article du blog. Sinon, faites une capture d'écran, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et puis, vous en inspirez pour mettre triez-vous vos informations. Alors, en conclusion, voici tout ce qu'on vient de voir, mais bien rangé pour que vous puissiez avoir une méthode de réflexion pour rédiger les statuts de votre association avec les points essentiels de réflexion. D'abord, voyez bien surtout qu'on dépasse complètement le formalisme de l'obligation administrative, qu'on est sur de la réflexion, sur de la communication. Moi, je détermine 3 pôles de réflexion, les statuts, l'association elle-même, les membres, et donc on vient de voir en résumé que les statuts doivent être personnalisés, ils doivent être simples, ils doivent exprimer vos valeurs. L'association, là, on est sur du technique, puisqu'il faut préciser le nom, le siège, l'objet, les moyens, l'assemblée et la méthode de dissolution. Et puis pour les membres. Éventuellement, on précise les fondateurs, obligatoirement le bureau fondateur, hein, parce que vous pouvez être 10 fondateurs, mais qu'il n'y ait qu'un président, une secrétaire et un trésorier au bureau. Hein, donc tout le monde n'est pas forcément au bureau fondateur. Puis, le délégué exécutoire. Quand vous allez avoir rempli toutes ces cases, vos statuts sont prêts. Vous les mettez sur une belle feuille, bien au propre, direction la préfecture, telle qu'on l'a vu un peu plus haut sur la procédure chronologique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce que je vous demande, c'est bien d'être choupi, c'est-à-dire vous commentez, vous likez, vous partagez à vos amis, puis surtout, vous pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!